Le jour où ma mère m'a demandé mes relevés bancaires pour vérifier si j'étais vraiment incapable d'aider mon frère, j'ai compris que dans ma famille, mon compte courant avait plus de valeur que ma parole. Je m'appelle Bastien, j'ai 35 ans, je suis un homme, et jusqu'à récemment, ma plus grosse inquiétude était de savoir si j'allais enfin réussir à acheter mon premier appartement sans finir avec un reste à vivre ridicule. Je vis en région parisienne, dans un 2 pièces en location près du tramway. Je travaille comme gestionnaire de paie dans une PME à Montreuil. Les chiffres, les virements, les justificatifs, les échéanciers, c'est mon quotidien. Quand un montant ne colle pas, dans mon travail, je ne l'ignore pas. Dans ma famille, j'avais appris à le faire. J'ai toujours eu une vie plutôt carrée. Mon loyer partait le 3 du mois, mon assurance auto était mensualisée, je gardais les tickets de caisse trop longtemps dans la boîte à gants et je préparais mes repas le dimanche soir dans des boîtes en verre pour éviter de dépenser 12 € tous les midis à la boulangerie du coin. J'avais mes défauts, je pouvais être sec, et je disais souvent oui pour avoir la paix. Mais j'avais essayé de construire quelque chose de stable. Mon frère Romain, lui, avait toujours vécu comme si les échéances étaient des suggestions. Il avait 32 ans, beaucoup de charme, beaucoup d'idées, et l'art de transformer chaque imprudence en accident de parcours. Quand il perdait un emploi, c'était parce que son patron était toxique. Quand il empruntait 500 € et oubliait de les rendre, c'était parce qu'il traversait une période compliquée. Quand il avait lancé une activité de pause de cuisine avec un utilitaire acheté trop cher, une comptabilité floue et une assurance professionnelle dont il parlait sans jamais montrer les papiers, ma mère disait toujours, au moins, lui, il ose. Lui, c'était Romain. Moi, j'étais celui qui devait comprendre. Ma mère, Nadine, avait 61 ans. Elle vivait avec Daniel, mon beau-père, dans une maison à côté d'Orléans. Elle savait faire passer une exigence pour une inquiétude. Elle ne disait jamais de lui donner de l'argent, elle me demandait plutôt de réfléchir à ce que je pouvais faire. Elle ne me traitait jamais d'égoïste, elle disait simplement qu'elle ne me reconnaissait pas. Daniel, lui, évitait le conflit comme on évite un chien mouillé dans un hall d'immeuble. Il soupirait, justifiait le comportement de ma mère par la fatigue, et changeait de sujet. Depuis des années, dans cette famille, on m'avait demandé d'être le raisonnable pour deux. Si Romain manquait d'argent, j'étais censé prêter. S'il mentait, on disait qu'il avait honte, donc qu'il fallait être délicat. Au début de l'année, j'ai signé un compromis de vente pour un petit appartement. Rien de spectaculaire. Un 2 pièces dans une copropriété des années 1970, une cuisine minuscule, une fenêtre sur cour et une boîte aux lettres qui porterait enfin mon nom. Ce n'était pas un rêve extravagant. C'était juste une porte que je pourrais fermer sans penser au propriétaire. J'avais constitué mon apport en presque 10 ans. Pas grâce à un héritage, juste en vivant prudemment, moins de vacances, une voiture d'occasion bruyante, des achats repoussés jusqu'au dernier moment. Mon conseiller bancaire avait validé le principe du prêt. Il restait encore des pièces à fournir, ces étapes qui donnent l'impression qu'un oui peut encore redevenir un non. Quand j'ai annoncé la nouvelle à ma mère, elle a souri, puis elle m'a rappelé que la famille passait avant les murs. Sur le moment, j'ai cru que c'était une phrase maladroite. J'aurais dû reconnaître le bruit du piège qui se referme. Tout a commencé un jeudi soir, vers 21h30. Je venais de rentrer du bureau, j'avais encore mon manteau sur les épaules, et mon téléphone vibrait sur la table basse. C'était Romain. Je n'ai pas décroché tout de suite. Quand je l'ai fait, il a prononcé mon prénom d'une voix plus basse que d'habitude. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il a soufflé, avec le bruit d'une télévision en fond, et m'a annoncé qu'il avait un souci de trésorerie. Chez Romain, cette expression pouvait vouloir dire facture oubliée, relance de l'administration, découvert ou crédit à la consommation. J'ai fermé les yeux et je lui ai demandé de préciser. Il m'a expliqué qu'il devait passer un cap, que ses rentrées d'argent bloquaient et que s'il ne réglait pas rapidement, la situation allait devenir très problématique. Quand je lui ai demandé combien il lui fallait, il a hésité juste assez longtemps pour que je sache que le chiffre avait déjà été préparé. 8 000. Je n'ai pas répondu immédiatement. 8 000 €. Il avait dit ça comme on demande de prêter un canapé pour un déménagement. Je lui ai fait répéter le montant. Il m'a assuré qu'il savait que c'était beaucoup, mais qu'il me rembourserait vite, qu'il avait juste besoin de passer le mois. Je lui ai alors demandé s'il avait des documents, un échéancier, une relance, ou quoi que ce soit de concret. Il s'est agacé,
me demandant si je voulais qu'il m'envoie toute sa vie en fichier PDF. Je lui ai répondu calmement que je voulais simplement comprendre ce qu'il me demandait. Il a rétorqué qu'il me demandait de l'aider, un point c'est tout. J'ai regardé autour de moi, mon appartement en location, mes cartons déjà commencés dans un coin, le dossier de préposé sur la table. J'ai pensé au compromis, à l'apport, aux frais de notaire, à la banque qui pouvait demander des justificatifs pour le moindre mouvement inhabituel. J'ai été franc avec lui et je lui ai dit que je ne pouvais pas sortir 8 000 € comme ça, pas à ce moment-là. Il a eu un rire sans joie. J'ai insisté en lui expliquant que mon apport était engagé, que le prêt était en cours et que si je bougeais une grosse somme, je fragilisais tout mon projet. Il a soupiré, affirmant qu'il aurait dû savoir que je le laisserais tomber, puis il a raccroché. Je suis resté debout au milieu du salon avec mon téléphone à la main. Je n'étais même pas en colère, pas encore. J'étais surtout fatigué. Fatigué d'avoir dit non comme on commet une faute. Le lendemain matin, à 8h12, ma mère a appelé. Je venais d'entrer dans le métro, ligne 9, coincé entre un étudiant avec un sac énorme et un homme qui lisait les informations sur son téléphone. Je lui ai précisé que je ne pouvais pas parler longtemps. Sans même me demander comment j'allais, elle m'a reproché de penser à mon petit confort alors que mon frère risquait de tout perdre. J'ai levé les yeux vers le plan de ligne au-dessus des portes, je l'ai salué, mais elle m'a intimé de ne pas faire d'ironie car Romain était au bord du gouffre. Je lui ai rappelé qu'il m'avait demandé 8 000 € sans aucun document clair et que j'avais dit que je ne pouvais pas. Elle a répliqué que je ne voulais pas, ce qui, selon moi, n'était pas la même chose. Elle a insisté, quand on veut t'aider, on trouve une solution. J'ai baissé la voix pour lui réexpliquer que mon apport était déjà dans le dossier et que je n'allais pas mettre en danger mon achat. Elle a soufflé doucement, comme si c'était moi qui lui faisais de la peine, et m'a sorti cette phrase habituelle, « Tu comprendras quand tu auras une famille ». Je n'ai pas répondu. Cette phrase, elle me la servait depuis mes 20 ans, comme si le fait de ne pas avoir d'enfant annulait ma capacité à comprendre les autres. Les jours suivants, la pression est montée par petits coups. Le groupe de discussion familiale est devenu une salle d'attente anxieuse. Ma mère écrivait pour souligner qu'on voyait bien les priorités de chacun, ou me demandait si je dormais bien, sous-entendant que mon frère, lui, n'y arrivait pas. Daniel m'a appelé un soir pendant que je faisais des pâtes pour me dire que ma mère était très affectée. Quand je lui ai répondu que je m'en doutais, il m'a suggéré de faire au moins un geste. Je lui ai demandé de quel geste il parlait. Il a hésité avant de proposer que je montre simplement que j'étais avec eux. Je lui ai affirmé que j'étais avec eux, mais que je n'étais pas une ligne de crédit. Il a soupiré, disant que personne ne disait ça. Justement, personne ne le disait. C'était pire. Il tournait autour de l'idée sans jamais la nommer. Romain, lui, alternait entre honte et agressivité par message. Un jour, il s'excusait de m'avoir sollicité. Le lendemain, il me reprochait d'avoir toujours réponse à tout, ajoutant que cela devait être confortable. Puis il concluait qu'il pensait qu'un frère servait aussi dans les moments durs. Je répondais peu, en relisant chaque phrase. J'ai fini par lui écrire que je ne pouvais pas prêter une telle somme sans document complet et sans échéancier écrit. Ma mère a pris le relais pour m'affirmer qu'on ne pouvait pas tout ramener à l'argent. C'était impressionnant, venant de quelqu'un qui me demandait précisément de sortir de l'argent. Le dimanche suivant, je suis allé déjeuner chez elle. Elle m'avait assuré qu'il voulait juste discuter et que personne ne m'attaquait. C'est toujours comme ça qu'on annonce les attaques dans ma famille. La maison sentait le gratin dauphinois et le café trop long. Dans l'entrée, les manteaux étaient accrochés n'importe comment, les chaussures de Romain traînaient près du paillasson. Chloé était là aussi. Elle m'a embrassé vite, avec un sourire qui ne tenait pas. Elle avait les traits tirés, les cheveux attachés à la va-vite, et elle gardait les mains autour de son verre d'eau comme si elle avait froid. À table, personne n'a parlé de l'appartement. On a parlé de la météo, des travaux dans la rue, d'un voisin qui avait encore mis ses poubelles trop tôt. Puis ma mère a posé un classeur bleu sur la table, entre le plat de gratin et une bouteille d'eau gazeuse. J'ai tout de suite compris que ce repas n'avait rien d'anodin. Elle a ouvert le classeur avec une lenteur presque solennelle, m'annonçant qu'il fallait que je voie la réalité. Elle a sorti des courriers, des relances, des échéanciers, une mise en demeure avec le logo d'un organisme que je ne connaissais pas. Romain gardait les yeux fixés sur son assiette. Daniel coupait son pain en miettes. Ma mère a alors lâché le vrai chiffre. Il doit 27 400 €.
J'ai senti mon estomac se serrer. Je l'ai fait répéter. 27 400 €, Bastien. Ce n'est plus une petite facture. Je me suis tourné vers Romain pour lui rappeler qu'il m'avait demandé 8 000. Il a haussé les épaules, justifiant que c'était le plus urgent et affirmant qu'il gérait le reste. Ma mère a posé sa main sur le classeur, affirmant qu'il ne pouvait pas gérer seul et qu'il était dépassé. Cette phrase, je l'avais entendue toute ma vie. Romain n'était jamais irresponsable. Il était dépassé. Je me suis forcé à respirer calmement. Dans mon métier, j'avais appris à ne pas réagir au premier coup de pression. J'ai pris un courrier, regardé les dates, les montants, les intitulés. Quelque chose me gênait déjà. J'ai expliqué qu'il fallait faire un dossier propre, séparer le professionnel du personnel, contacter les créanciers, demander des délais et peut-être consulter un expert comptable. Ma mère a pincé les lèvres, m'indiquant qu'il n'avait pas le temps pour mes procédures. Je lui ai répondu que ce n'était pas mes procédures, mais simplement la base d'une saine gestion. Elle m'a regardé comme si je venais de refuser de donner un verre d'eau à quelqu'un qui brûlait. Elle a fini par dire « On ne te demande pas de tout payer. Mais tu pourrais au moins montrer tes relevés bancaires, qu'on voit ce que tu peux faire sans te mettre en danger. » J'ai d'abord cru avoir mal entendu. Je lui ai demandé pourquoi je ferais une chose pareille. Elle a eu un petit geste de la main, presque tendre, pour me dire que puisque je prétendais ne pas pouvoir aider, je devais montrer mes comptes pour le prouver. Le mot m'a frappé plus fort que si elle avait crié. « Prouve-le !» Chloé a baissé les yeux. Daniel a tout sauté dans sa serviette. Romain n'a rien dit. Aucun d'eux n'a trouvé anormal qu'on demande à un homme de 35 ans de présenter ses comptes comme un adolescent accusé d'avoir volé dans un tiroir. J'ai posé doucement le courrier que je tenais et j'ai refusé net. Ma mère a souri, mais ses yeux étaient durs. Elle a insinué que si je n'avais rien à cacher, je n'avais aucune raison de refuser. Je lui ai rappelé qu'il s'agissait de ma vie privée, mais elle a rétorqué qu'il s'agissait de mon frère. Romain a lâché que j'étais incroyable. Je l'ai regardé droit dans les yeux, « Tu m'as demandé 8 000 € sans me dire que tu devais plus de 27 000. Et c'est moi qui suis incroyable ?» Il a rougi, me demandant si je croyais que ça lui plaisait. Ma mère s'est penchée vers moi, « Quand on cache ses comptes, c'est qu'on cache son égoïsme. » J'ai senti une chaleur monter dans ma nuque. Avant, j'aurais essayé de me justifier. J'aurais expliqué mon prêt, mon apport, mes charges, mon loyer, mon assurance auto, mes frais de transport. J'aurais déroulé ma vie pour obtenir le droit de dire non. Cette fois, je me suis levé, déclarant que je n'étais pas venu passer un contrôle fiscal familial. Daniel a murmuré de ne pas faire de scène. Je lui ai répondu que je partais justement avant qu'il y en ait une. En prenant mon manteau, ma mère m'a prévenu que j'allais regretter de traiter ma famille ainsi. En mettant mes chaussures, je lui ai accordé que c'était possible, mais que je ne montrerais pas mes relevés. Je suis rentré chez moi en train, puis en tramway, avec cette impression d'avoir avalé quelque chose de froid. La colère est venue plus tard, dans mon appartement, quand j'ai posé mes clés sur le meuble de l'entrée. Mais sous la colère, il y avait autre chose. Une inquiétude. Le classeur bleu. Certains papiers n'avaient pas l'air de correspondre à une dette professionnelle classique. Dans ce que ma mère avait étalé, j'avais remarqué des montants ronds, des références de virement, des échéances qui se chevauchaient. Et surtout, sur une copie mal imprimée, j'avais aperçu une mention de mandat de prélèvement avec une ancienne adresse, celle de ma mère avant son déménagement chez Daniel. Cette adresse n'avait rien à faire sur une dette professionnelle de Romain. Le lundi, au bureau, j'ai essayé de travailler normalement. J'ai vérifié des soldes de tout compte, répondu à des courriels de salariés qui ne comprenaient pas leur net imposable, corrigé une erreur de taux de mutuelle. Mais mon esprit revenait toujours au classeur. À la pause, Laure m'a trouvé devant la machine à café, mon gobelet à la main, sans avoir appuyé sur le bouton. Elle a plaisanté en me demandant si j'attendais que la machine devine ce que je voulais. J'ai sursauté et j'ai appuyé sur café long par réflexe. Laure travaillait à la comptabilité fournisseur. 39 ans, 2 enfants, un humour sec et une allergie absolue aux excuses financières bancales. Elle savait déjà que ma famille me mettait la pression. Je lui ai raconté le repas, le classeur, la demande de relevé. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis m'a conseillé de réagir en professionnel de la paix. Elle m'a dit d'arrêter de me comporter comme un fils qu'on gronde, d'utiliser mon cerveau et de commencer par sécuriser ce qui me concernait financièrement.
Je n'ai pas aimé entendre ça, parce que ça rendait ma peur plus concrète. Le soir même, j'ai ressorti mes anciens dossiers, bulletins de salaire, contrats d'assurance, vieux relevés bancaires, avis d'imposition. Ma mère avait toujours eu cette manie de centraliser les papiers importants de la famille. Quand j'étais plus jeune, ça m'arrangeait. J'ai fouillé mes archives et j'ai retrouvé un message vieux de 4 ans où elle me demandait mon RIB et ma pièce d'identité pour les classer en cas de besoin. Je lui avais tout envoyé le jour même sans poser de questions. Rien ne prouvait qu'elle avait utilisé quoi que ce soit. Mais le fait qu'elle ait ces documents, ajoutés à cette demande insistante de relevé, me donnait la sensation qu'on avait gardé un double de clé sans me le dire. Le lendemain, j'ai appelé ma banque. J'ai expliqué la situation à ma conseillère, précisant que des membres de ma famille exigeaient mes comptes et détenaient peut-être d'anciennes copies de mes papiers. Elle a vérifié mon dossier et n'a vu aucune autorisation tierce active, mais elle m'a vivement conseillé de changer mes identifiants, de renouveler mon mot de passe et de ne jamais envoyer de relevé complet, même à des proches. J'ai suivi ses recommandations à la lettre, activé la double authentification et placé mes fichiers sensibles dans un dossier chiffré. Personne ne m'avait volé mon identité, personne n'avait vidé mon compte, mais je reprenais le contrôle. 2 jours plus tard, Chloé m'a appelé. C'était un mercredi soir, vers 19h. J'étais dans le train et la communication coupait, je l'ai donc rappelé en sortant. D'une voix basse, elle m'a confié avoir entendu une conversation inquiétante. Ma mère disait à Romain que tant que je n'avais pas signé chez le notaire, je pouvais encore sortir l'argent. Elle insistait pour que j'expose mes comptes afin de savoir exactement combien me réclamait. Un froid net m'est descendu dans le dos. Chloé a ajouté qu'elle trouvait les mouvements financiers de Romain très étranges. Depuis des mois, il recevait des virements de ma mère puis renvoyait presque les mêmes montants vers un organisme dont le nom ressemblait à un crédit à la consommation. Elle m'a donné ce nom, que j'ai immédiatement noté. Je lui ai demandé si elle avait vu les relevés complets. Elle m'a avoué que non, qu'il ne lui montrait que ce qu'il voulait. Je lui ai conseillé d'exiger de les voir. Elle a eu un petit rire nerveux, doutant que ça fonctionne, mais je lui ai assuré que la réaction de mon frère lui donnerait déjà une réponse. Le soir même, j'ai envoyé un message à Romain. Je lui ai écrit que si je devais vraiment réfléchir à une aide, il devait m'envoyer la liste complète des dettes, les créanciers, les montants, les échéances et les justificatifs, sans quoi je ne discuterais pas d'argent. Il m'a répondu 15 minutes plus tard, me demandant sarcastiquement si je voulais lui faire passer un entretien bancaire. J'ai simplement répondu que je voulais savoir de quoi on parlait. Il n'a plus répondu. Puis, à 23h04, il m'a envoyé 3 captures d'écran floues. Des morceaux de relevé, des lignes coupées, des montants masqués. Il avait flouté beaucoup de choses, mais pas tout. Sur la deuxième capture, un libellé apparaissait clairement, Nadine, régulièrement. J'ai agrandi l'image. La ligne était là, nette, presque absurde. Ce n'était pas une facture fournisseur. Ce n'était pas une dette professionnelle liée à une cuisine posée chez un client. C'était un trou familial. Je n'ai pas dormi tout de suite. J'ai mis les captures dans un dossier sécurisé, avec la date et l'heure. J'ai repensé à la phrase rapportée par Chloé concernant la signature chez le notaire. La vérité s'est décollée comme du vieux papier peint, par plaques irrégulières. J'ai compris que ma mère n'était pas seulement une mère inquiète qui paniquait pour son fils cadet. Elle était impliquée dans le désordre. Pas en spectatrice, mais en actrice. Quelques jours plus tard, Chloé m'a écrit pour m'annoncer que Romain refusait catégoriquement de lui montrer le relevé complet, l'accusant de ne pas lui faire confiance. De plus, elle avait trouvé un courriel imprimé confirmant l'existence d'un crédit renouvelable au nom de ma mère. Je suis resté assis sur le bord de mon canapé. Un crédit au nom de ma mère, des virements vers Romain, des remboursements déguisés depuis le compte de mon frère, le tout présenté comme une dette professionnelle de Romain pour me pousser à payer avec mon apport. Le puzzle n'était pas encore complet, mais l'image globale témoignait d'une grave rupture de confiance. J'ai appelé Maître Vasseur, le notaire qui suivait mon achat. Sans lui raconter toute la saga familiale, je lui ai demandé ce qui se passerait si je retirais une grosse somme de mon compte avant la signature. Il a été très clair, mon apport n'était pas une réserve familiale, mais une condition stricte de mon financement. Tout mouvement suspect pouvait alerter la banque, retarder le déblocage des fonds ou faire annuler le prêt. Il m'a conseillé de ne faire aucun virement important sans l'accord de la banque et de garder des traces écrites de mes échanges avec mes proches. Cette réponse professionnelle et incontestable m'a fait du bien.
J'ai alors arrêté de me défendre dans le registre affectif. J'ai écrit un courriel clair, relu et factuel à ma mère, à Romain et à Daniel. Je leur ai notifié que je ne communiquerai pas mes relevés bancaires et que je ne prêterai aucune somme sans identification précise des créanciers et sans preuve que ces dettes étaient liées à l'activité professionnelle de Romain. J'ai ajouté que mon apport personnel était bloqué pour mon achat immobilier et qu'aucun mouvement ne serait effectué sans la validation de ma banque. La réponse de ma mère est arrivée 20 minutes plus tard, elle disait ne plus reconnaître son fils et m'accusait de parler comme un huissier. Daniel et Romain n'ont pas répondu. Le lendemain, ma mère m'a laissé un message vocal. D'une voix douce et presque triste, elle affirmait que je m'isolais et qu'un appartement ne remplaçait pas une famille. Elle me demandait de venir dimanche pour en parler calmement. Je savais qu'elle voulait simplement reprendre la main sur la situation sans laisser de traces écrites. J'ai accepté de venir, mais pas les mains vides. Toute la semaine, j'ai préparé un dossier. Pas mes relevés complets, jamais. J'ai imprimé mon courriel et sa réponse, la recommandation de ma banque, et surtout les captures envoyées par Romain où apparaissait la ligne Nadine, régulièrement. J'ai fait une chronologie simple sur une page. Pas d'accusations spectaculaires, juste des faits. Laure m'a averti que ma famille risquait de me reprocher ma méthode plutôt que d'assumer les faits. Elle m'a rappelé que je n'avais pas à exposer mes comptes pour prouver que je n'étais pas une mauvaise personne. Le dimanche, il pleuvait. J'ai pris le train avec mon dossier. Chez ma mère, l'ambiance était déjà lourde. Le classeur bleu était posé sur le buffet comme une menace en attente. On s'est installé autour de la table. Ma mère a commencé avec son discours sur la nécessité d'être solidaire face à la situation grave de mon frère. Romain a enchaîné en expliquant qu'il risquait de perdre son utilitaire et ses chantiers. Daniel a ajouté, les yeux baissés, qu'il cherchait juste une solution. J'ai répondu que moi aussi je cherchais une solution, mais qu'il fallait commencer par clarifier la situation. J'ai sorti mon dossier et j'ai posé la chronologie au centre de la table, puis les captures d'écran. Daniel a pris la feuille et l'a lu attentivement. Sa main a légèrement tremblé quand il a vu le nom de l'organisme de crédit. Romain a explosé, m'accusant d'enquêter sur eux. Je lui ai répondu calmement que je faisais ce qu'on m'avait demandé, regarder les comptes, mais en commençant par ceux qui étaient concernés par la dette. Ma mère est devenue très pâle, affirmant que c'était des affaires qui ne me regardaient pas. Je lui ai fait remarquer l'ironie de la situation, mes comptes personnels les regardaient, mais les virements liés à la dette qu'on voulait me faire payer, eux, ne me regardaient pas. Chloé a pris la capture d'écran et a demandé à Romain de s'expliquer sur le libellé de remboursement destiné à ma mère. Il a fermé les yeux, bredouillant que c'était compliqué. Daniel, tenant toujours la feuille, a demandé des comptes à ma mère sur ce crédit. Elle a immédiatement secoué la tête, jurant que ce n'était pas ce qu'on croyait et qu'elle avait simplement aidé son fils, faisant ce qu'une mère devait faire. Daniel a compris qu'elle avait souscrit des crédits dans son dos. Ma mère m'a lancé un regard plein de colère pure, me demandant si j'étais fier de venir l'humilier avec mes documents. Je lui ai répondu que je venais comprendre pourquoi on exigeait mon apport. Elle a serré les lèvres, insinuant que si j'avais aidé plus tôt, elle n'aurait pas eu besoin de jongler avec l'argent pour protéger la famille. Je n'ai pas cédé. Je lui ai dit la vérité en face, elle n'avait pas jonglé, elle avait dissimulé des informations. Elle avait fait passer des remboursements par le compte de Romain pour que Daniel ne voie rien, il m'avait présenté cela comme une dette professionnelle et voulait que je paie la facture aveuglément avant ma signature chez le notaire. Elle s'est mise à pleurer silencieusement, son arme habituelle pour vider une pièce de son oxygène. Avant, j'aurais reculé, mais cette fois, je suis resté assis. Romain a frappé la table, me reprochant de ne pas avoir de compassion. Je lui ai rappelé qu'il m'avait demandé 8 000 € en me cachant le reste de l'iceberg. Daniel s'est levé. Il avait l'air plus vieux que 10 minutes auparavant. D'un ton ferme, il a exigé de voir la totalité de leur compte commun, coupant court aux tentatives d'esquive de ma mère. Cette phrase a changé l'air de la pièce. Chloé s'est tournée vers Romain et a exigé qu'il lui donne son téléphone pour voir le relevé complet, immédiatement. Face au mur, il a ouvert son application bancaire. Le visage de Chloé s'est fermé en découvrant la vérité, des dépenses compulsives sur Internet, des achats injustifiés et des avances qui n'avaient rien à voir avec son entreprise, prouvant que les charges de leur appartement n'avaient pas été payées comme il le prétendait. Elle n'a pas crié, elle a simplement pris son manteau et son sac. Elle lui a annoncé qu'elle partait chez sa sœur et qu'il parlerait quand il serait capable de faire preuve de transparence.
La porte d'entrée a claqué doucement derrière elle, d'un bruit propre et définitif. Je suis parti peu après. Daniel m'a raccompagné jusqu'au portail, les épaules basses, avouant qu'il avait laissé faire pour éviter les histoires. Dans le train du retour, je n'ai pas ressenti de victoire, juste une immense fatigue. La vérité avait laissé tout le monde sans phrase confortable. Les conséquences sont venues ensuite, lentement. Daniel a exigé de voir les comptes complets du couple. Il a découvert une situation financière dangereuse, avec des mensualités qui repoussaient les problèmes plus qu'elle ne les réglait. Il a séparé une partie de leurs finances, révoqué les anciennes procurations et pris rendez-vous avec leur banque pour établir un plan de remboursement clair. Pour la première fois de ma vie, ma mère n'a pas réussi à se positionner en victime principale. Elle m'a envoyé un message m'accusant d'avoir divisé la famille. Je n'ai pas répondu. Romain, de son côté, a dû se plier aux conditions strictes de Chloé, rendez-vous avec une association de conseil budgétaire, consultation d'un expert comptable pour séparer les dépenses professionnelles et personnelles, et transparence totale. Il m'a envoyé un message amer, m'accusant d'avoir brisé notre confiance. J'ai effacé mes longues réponses brouillon pour ne lui envoyer qu'une phrase, non, j'ai juste arrêté de financer le décor. Pendant quelques semaines, j'ai eu peur que mon dossier immobilier soit impacté par cette affaire. J'ai surveillé mes comptes tous les matins. Le mardi 14, à 10h30, je me suis rendu à l'étude notariale. Maître Vasseur a relu les éléments principaux et j'ai signé l'acte de vente. En récupérant les clés, je suis allé directement à l'appartement. La cuisine était vide, mais c'était chez moi. Je n'avais pas gagné une guerre, j'avais juste récupéré ma vie. Daniel m'a félicité par message. Ma mère, elle, m'a écrit sèchement qu'elle espérait que mes murs me tiendraient compagnie. Le silence a été ma seule réponse. Parfois, c'est la seule réponse qui ne coûte rien. Je vois Daniel de temps en temps autour d'un café. Chloé m'a remercié de ne pas avoir laissé l'illusion continuer. Avec Romain, la relation est distante, mais il rembourse ses dettes petit à petit avec un plan clair et ne me demande plus d'argent. Quant à ma mère, je lui parle peu, par mesure d'hygiène mentale. Dans mon nouvel appartement, j'ai un classeur. Il est gris. J'y range mes documents importants et mes relevés bancaires. Ils sont chez moi, pour moi. Personne n'a à les consulter pour mesurer ma générosité. Pendant longtemps, j'avais cru qu'être le fils fiable voulait dire absorber les urgences des autres. Je pensais qu'un refus devait être justifié jusqu'à devenir acceptable. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui n'écoutent pas un refus pour le comprendre, mais pour savoir où appuyer. Une famille qui exige de voir tes comptes avant d'accepter ton nom ne cherche pas à comprendre ta situation, elle cherche le montant exact de ta culpabilité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.